Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Ravi que vous écoutiez Z sur 7, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 3 octobre et votre podcast du jour est animé par Béatrice Marlier. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, les Belges payent les autoroutes en France, la vignette en Suisse, mais les voitures provenant de l'étranger ne payent pas de taxes en Belgique. Du moins, jusqu'à maintenant. La vignette fait son grand retour, comme l'explique François Decken, ministre wallon de la mobilité. Une discrimination vis-à-vis des automobilistes en Belgique. Une remise en circulation qui pourrait rapporter gros selon le nouveau gouvernement flamand. La baisse des taux et des droits d'enregistrement pourrait bien relancer le marché de l'immobilier. Une baisse qu'explique Nicolas Dardenne, président de CBA, par les chiffres. On va être autour de 2,65, 2,70, ce qui était du jamais, enfin pas du jamais vu, mais du plus vu depuis 1 an et demi, 2 ans en tout cas. Odoo Expérience, les marchés boursiers du Proche-Orient, suite au conflit qui s'accélère, et les entreprises familiales à la une du Trends Tendance. Restez à l'écoute pour votre plein d'actualité et d'analyse. Z sur 7 à la une. Après plusieurs années d'absence, la vignette fait son grand retour en Belgique. Chaque année, près de 6 500 000 voitures provenant de l'étranger circulent sur nos routes. Cette fois-ci, sous forme de système numérique de lecture de plaques d'immatriculation. François Decken, ministre wallon de la mobilité, nous explique. Et qui permet finalement de rattraper des choses qui sont aujourd'hui injustes, une discrimination vis-à-vis des automobilistes en Belgique, c'est qu'ils sont les seuls à payer le réseau routier, alors que, contrairement à ça, quand ils vont en France, en Suisse, en Italie, dans d'autres pays d'Europe, eh bien, ils doivent payer pour l'usage des routes. Et donc finalement, c'est un rattrapage et une forme de fin de discrimination pour les citoyens et les citoyennes de Belgique. Le réseau routier a besoin d'investissement et donc l'apport des vignettes qui seront payées par les plaques étrangères sera évidemment un élément positif. Le nouveau gouvernement flamand estime que l'introduction de la vignette pourrait rapporter 130 millions d'euros par an à partir de 2027. Une hausse qui sera compensée par une baisse de fiscalité. La vignette présente cependant des objections juridiques. Avant d'instaurer la vignette, la Belgique devra suivre plusieurs procédures, comme l'explique Chris Giesels, directeur des affaires publiques à la FEBIAC. L'introduction d'une vignette doit être aussi notifiée à la Commission européenne et qui pourrait bien la juger négativement aussi, parce que la même discrimination peut jouer aussi au niveau européen, parce qu'il s'agit probablement aussi d'une discrimination vis-à-vis les autres résidents dans d'autres membres pays de l'Union européenne. La Flandre et la Wallonie devront trouver le moyen de ne pas discriminer les automobilistes étrangers. Un autre problème attend les deux régions. Bruxelles s'est toujours opposée à l'instauration d'une vignette. François Decken à nouveau. L'objectif, c'est de travailler avec les 3 régions. Pour l'instant, 2 régions disent on veut y aller, on veut faire en sorte qu'aujourd'hui, nos routes soient mieux financées et soient mieux financées par les plaques étrangères qui ne payent pas. Donc on espère qu'évidemment que dès qu'un gouvernement bruxellois sera mis en place, eh bien, ils partageront le projet qui est le nôtre. Je pense que les routes régionales, tant en Flandre qu'en Wallonie et à Bruxelles, ont besoin d'investissements pour la sécurité et le confort des usagers. Présente dans l'accord du gouvernement Le Terme en 2004, avant d'être abandonnée, la vignette a encore du chemin à parcourir avant de se retrouver sur nos routes. Z sur 7 à la une. La hausse des prix, des taux, les obligations de rénovation, acquérir une propriété devient impossible. Et par conséquent, le marché de l'immobilier rame depuis un an. L'assouplissement de la politique monétaire avec les récentes baisses de taux pourrait, néanmoins, relancer le marché. Nicolas Dardenne, coprésident de CBA. Un taux fixe 25 ans dans les meilleures conditions, à 80% de quotité, on va être autour de 2,65, 2,70, ce qui était du jamais, enfin pas du jamais vu, mais du plus vu depuis 1 an et demi, 2 ans en tout cas. 30 000 €, c'est la différence entre un prêt sur 25 ans fait l'année passée et cette année, selon les données de Hypothécaire Finothécaire. En plus de la baisse des taux, les droits d'enregistrement diminueront de 3% en Wallonie. C'est une économie même vraiment très importante, surtout dans le contexte
où la Banque nationale a mis la pression sur les banques pour qu'elles ne prêtent pas plus de 90% de quotité. La région flamande avait été la première à réduire les droits d'enregistrement, ce qui avait relancé le marché immobilier. La région bruxelloise, elle, maintient ses droits à 12,5%, tout en maintenant un abattement jusqu'à 200 000 €. Un avantage qui pourrait s'avérer insuffisant et causer un exode vers les autres régions. Nicolas Dardenne. Un achat de 300 000 €, on peut imaginer que les droits d'enregistrement représentent 4%. C'est 3% en Wallonie et 3% en Flandre, donc la différence n'est pas énorme. Mais qu'est-ce qu'on trouve encore pour 300 000 € à Bruxelles? Ça, c'est la question à se poser. Donc oui, ça peut avoir un impact. Je pense que Bruxelles devrait revoir sa copie sur le sujet aussi, pour éviter une concurrence entre les régions. Cette réduction des droits d'enregistrement ne concerne que les primo-acquéreurs. Pour ceux déjà propriétaires, vous pouvez toujours profiter de la baisse des taux pour faire un rachat de crédit. Les experts conseillent cependant d'attendre une différence de taux d'au moins 1% pour une durée de remboursement qui dure encore 10 ans au moins. Z sur 7 à la une. Depuis 2022, Odoo présente la dernière version de sa suite logicielle de gestion OESL. Cette année, Odoo Experience devient un salon généraliste dédié à l'entrepreneuriat et l'informatique. On écoute la responsable de Odoo Experience, Pauline Van Hout. Notre objectif cette année, c'était vraiment d'orienter cet événement sur le business et l'entrepreneuriat. Donc de permettre à tous les entrepreneurs, à toutes les personnes qui voulaient lancer leur société, de pouvoir le faire ici à Odoo Experience et donc de rencontrer tous les acteurs clés du business et de l'entrepreneuriat de manière générale. Plus de 35 000 participants sont attendus pour venir voir les 200 exposants et assister aux 350 conférences et ateliers d'ici vendredi. Fabien Pincars, CEO de Odoo. Pour nous, l'événement, c'est une manière de mettre à niveau tous nos partenaires qui proposent la solution, d'apporter de la valeur, former nos clients existants. Et en fait, c'est une grosse partie de notre marketing. C'est pas tellement de vendre Odoo, c'est plutôt transformer nos utilisateurs en fans. Et l'événement, il est parfait pour ça. L'entreprise veut ouvrir 5 nouveaux bureaux d'ici 2027 et vise un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros d'ici là. Un projet qui montre leur volonté de croissance. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Chaque jour, un expert boursier vient analyser le cours des marchés. Aujourd'hui, Jérôme van der Bruggen de la banque Degroof Petercam. Cette semaine, les yeux se tournent vers le Proche-Orient alors que l'Iran a lancé une attaque contre Israël. Les marchés sont mouvementés suite à ces attaques. Le marché a été pris de court, c'est pour ça qu'il a baissé, mais je pense qu'aujourd'hui il se stabilise et que l'interprétation qui en est faite, qu'en fait ce n'est pas une réelle escalade ce que l'Iran a fait. Il y a déjà eu des premiers combats, les dommages sont très faibles, les codes sont respectés. Et donc le prix du pétrole qui avait augmenté hier d'à peu près 4%, aujourd'hui rebaisse. On semble retourner à une situation normale. Il y a un peu plus de 2 ans, l'Ukraine est attaquée et le baril de pétrole monte à $130. Aujourd'hui, malgré les crises, celui-ci est sous les $80. Le prix du pétrole est très stable dans ce contexte, malgré ces énormes conflits au Moyen-Orient. Et je pense qu'il y a 2 raisons principales à cette stabilité du prix du pétrole. D'abord, nous ne sommes pas en phase d'accélération de l'économie mondiale. Il y a une demande de pétrole, mais elle faiblit plutôt parce que l'économie mondiale est plutôt en phase de ralentissement, certainement pas de récession, mais de ralentissement, à cause des hausses de taux d'intérêt qui ont eu lieu ces dernières années. Et donc pas de tension à ce niveau-là. La deuxième chose, je pense très importante, c'est qu'on voit bien que la politique étrangère des États-Unis, la diplomatie américaine, veut absolument empêcher que ce conflit ait une escalade. Ils sont très très actifs dans ce domaine parce qu'ils veulent empêcher justement qu'une dégradation du conflit mène à une augmentation du prix du pétrole. Et donc l'activité, je dirais, des affaires étrangères américaines a un très grand rôle. On connaît l'impact d'une augmentation du pétrole sur le monde entier. Mais du côté du plus grand exportateur de pétrole au monde, les États-Unis, on se pose la question de l'impact qu'il y aura sur le pays. Une augmentation du prix de l'énergie sur les marchés mondiaux impacterait l'économie américaine directement. Le consommateur américain verrait, si le prix mondial augmentait, verrait le prix qu'il paye à la pompe augmenter aussi. D'ailleurs, le pétrole, l'énergie est un énorme contributeur aux statistiques d'inflation aux États-Unis. Et donc, il est certain que si jamais
le prix du pétrole augmentait, ça aurait directement un impact sur l'inflation aux États-Unis. La dégradation du conflit pourrait pousser la Fed à retarder la baisse des taux d'intérêt. Il y a une deuxième vague d'inflation. Pourquoi ? Parce qu'on a eu un choc pétrolier à ce moment-là. S'il y avait un choc pétrolier à cause de la dégradation du conflit, on aurait une nouvelle vague d'inflation. Et ça, je pense que c'est ce que les Américains veulent absolument éviter. D'autant plus que, comme vous le dites, on est en phase d'assouplissement monétaire à un moment donné où l'économie américaine ne ralentit pas. Et donc, si jamais on avait une augmentation de l'inflation, la Fed ne pourrait pas procéder à sa baisse de taux d'intérêt et on risquerait donc de retarder ces baisses de taux d'intérêt dont l'économie américaine a besoin et peut-être tomber en récession. Et voilà pourquoi il y a tellement d'interventions des Américains dans ce conflit. À la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête, un journaliste en dévoile les coulisses. Pour terminer cet épisode, la rédaction du Trends Tendance s'est penchée cette semaine sur les entreprises familiales. Guy van den Nordgat, journaliste en charge de ce dossier intitulé « Entreprises familiales, grandir, mais pas à tout prix ». Certaines entreprises familiales deviennent de grands groupes, d'autres décident de garder une petite structure. On peut considérer qu'il y a à peu près 80% des entreprises en Belgique qui sont familiales et on a repris les 200 plus grandes. Donc la majorité de ces entreprises sont restées des entreprises de taille moyenne, voire petite. Alors il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Les grandes entreprises, souvent, on le voit dans les classements, sont les entreprises qui ont été créées il y a un siècle, voire au 19e siècle, donc il y a eu le temps de grandir, qui ont été sur des marchés porteurs aussi. Je pense par exemple à Colruyt en Belgique. Walmart aux États-Unis est une entreprise familiale et c'est un des géants de la distribution par exemple. Ça, c'est des entreprises très caractérisées d'un secteur. Dans d'autres secteurs, elles croissent moins vite. Et là, on a des plus petites entreprises. Mais là, il y a une volonté aussi souvent, on observe, c'est de garder cette taille, petite taille humaine, où tout le monde connaît tout le monde et on peut alors pouvoir discuter avec tous les participants dans l'entreprise, quoi. À la tête de ces entreprises, on retrouve de plus en plus de femmes. Ça se fait doucement, hein. Faut pas non plus exagérer, on n'est pas à 50-50, loin de là. Mais on observe aujourd'hui, en effet, que maintenant, ça commence à arriver, on prend les gens les plus compétents. Et il se fait qu'il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, dans les gens diplômés, parce que c'est souvent des diplômés qui arrivent maintenant à la tête des entreprises familiales, ce qui n'était pas le cas il y a 1 ou 2 générations, eh bien, il y a des femmes, parce que les femmes sont plus diplômées et sont souvent plus compétentes. On observe aussi, et ça c'est tout à fait nouveau, c'est des directions bicéphales. On a beaucoup de directions où on va retrouver la sœur et le frère, par exemple, dans la même entreprise, à des postes égaux ou pas nécessairement. Parfois, c'est la sœur qui dirige et le frère s'occupera d'une autre partie, logistique, par exemple. Mais ça, c'est quelque chose qu'on observe aujourd'hui. C'est vraiment assez caractéristique. Les femmes arrivent, mais doucement, hein. Aujourd'hui, la pérennité dans le temps des employés pose également question. C'est probablement un des plus grands défis qu'on va avoir dans les années qui viennent. C'est pour la reprise de ces sociétés. Les jeunes qui y entrent aujourd'hui, ils ont envie d'avoir une vie à côté de l'entreprise. Donc un équilibre, vie familiale, vie privée. Ça pose des problèmes parce que quand vous arrivez à 30 ans dans une entreprise, vous reprenez la succession, que vous soyez une femme ou un homme, vous êtes parti pour 30 ou 35 ans dans la même entreprise. Il n'y a plus beaucoup de gens aujourd'hui qui font 35 ans dans la même entreprise. Donc ce qui se passe, on observe aujourd'hui dans les entreprises qui ont les moyens, c'est la possibilité de passer dans l'entreprise, de faire quelque chose, de voir si ça marche ou pas. Donc il y a beaucoup plus de flexibilité qui se met en place pour pouvoir assurer l'objectif numéro 1, je pense, de toute entreprise familiale, c'est la pérennité dans le temps et la transmission aux générations futures. Un numéro à retrouver aujourd'hui dans le Trends Tendance. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve demain pour vos analyses quotidiennes avec Anne Marchand et l'expertise sur la pénurie des enseignants par le think tank Itinéra. En attendant, restez à l'écoute de l'astuce en cybersécurité de la CCB. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Je suis Cathy, du Centre pour la cybersécurité Belgique. Le slogan de la campagne CPhoneWeb de cette année est « Ne laissez pas les cybercriminels entrer. Protégez vos comptes en ligne avec l'authentification à 2 facteurs. » Tenir les cybercriminels à l'écart ? Facile à dire, mais comment faire ? Il est important d'utiliser des mots de passe forts, mais les mots de passe seuls ne protègent pas suffisamment votre entreprise. Les escrocs volent ou devinent les mots de passe.
ou ils essayent de les obtenir par une ruse. Si un pirate ou un escroc parvient à s'emparer de votre mot de passe, il détient la clé de votre organisation en ligne. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous en prémunir en utilisant l'authentification à 2 facteurs. C'est pourquoi nous voulons motiver tous les Belges à protéger leurs comptes à l'aide de l'authentification à 2 facteurs. Il s'agit bien sûr d'une grande ambition, mais nous commençons modestement, littéralement. Nous commençons dans la plus petite commune de Belgique, Erstap. Erstap est désormais sécurisé. Et votre entreprise ? Découvrez la campagne sur cfonweb.be. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.